on se retrouve pour l'édition 2025 des auteurs que j'achète automatiquement. Comme je l'avais dit l'année dernière, je vais le faire chaque année pour voir s'il y a des nouveaux entrants, s'il y en a qui restent stables ou alors s'il y en a qui s'en vont. Telle une compétition, une télé-réalité sur des auteurs. Bref, je m'égare. On commence donc par les nouveaux entrants dans ce petit classement et ensuite on parlera de ceux qui restent et où j'ai avancé dans leur bibliographie. On continuera avec les auteurs qui sont toujours là mais il s'est rien passé depuis l'année dernière et on finira avec les sortants. Et la première qui rentre dans ce classement qu'en fait j'aurais dû mettre l'année dernière mais j'ai complètement zappé de l'y mettre, c'est V. Schwab. Forcément cette queen qui a sorti un nombre de fantasy pas possible. C'est vrai que je suis pas une grande fan comme peuvent l'être énormément de personnes qui ont des hôtels à sa mémoire. C'est pas mon cas, je trouve qu'elle fait des beaux écrits qui sont très sympas à lire, mais souvent il me manquait quelque chose, jusqu'à le dernier dont je vais vous parler. Parce que j'ai tout d'abord commencé avec Shades of Magic, qui a été une lecture plutôt sympathique, franchement ça se lit bien, c'est hyper cool. J'ai continué avec Vicious et donc le deuxième tome, le premier qui a été un coup de cœur, le second qui a été un abandon, on peut pas être plus diamétralement opposé. Et j'ai ensuite lu La vie invisible d'Al Delarue qui a été une excellente lecture. Franchement, il était vraiment très cool. Je m'y attendais au vu des nombreux avis qu'il y avait sur ce titre. Vraiment, c'est le genre de titre qui marque et que j'ai vraiment apprécié. Mais alors, celui qui a tout détruit sur son passage, que vraiment, je le trouve incroyable, c'est Bury Our Bones in the Midnight Soul. Je vous en parle dans le prochain update lecture puisque je l'ai lu ce mois-ci. C'est en français Quand nos os retourneront à la terre, qui a été publié chez Lumen. Et c'est une histoire absolument incroyable et ce qui fait que quand j'ai préparé cette vidéo, V. Schwab est directement arrivé dans mon cerveau en me disant « Gling, t'as oublié cette dame qui fait des trucs parfois très incroyable ». Et là il était vraiment incroyable. Elle dit que c'est une espèce de mélange entre Vicious et La vie invisible d'Al Delarue, qui sont mes deux titres préférés, un coup de cœur pour Vicious et une excellente lecture pour La vie invisible d'Al Delarue. C'est beaucoup trop long à le dire. Et en fait celui-là c'est une masterclass, vraiment il est absolument génial. Si vous ne l'avez pas essayé, allez-y, et si vous avez aimé d'autant plus l'un des deux que je viens de vous citer, foncez, il est absolument incroyable. Bref, elle fait son entrée très haut dans le classement, sachant que j'ai lu quand même beaucoup de titres d'elle. 7. J'ai lu 7 livres d'elle. C'est plutôt pas mal quand même comme score. Une autre nouvelle entrante dans mon classement, c'est Neil Pfeffer, que j'ai tout d'abord découvert à travers L'Engranchant, qui est une duologie adolescente dans le premier tome et young adulte dans le deuxième tome, qui est absolument incroyable, que j'ai vraiment adoré. Mais celui qui m'aura le plus marqué, c'est Les Cités de Poussière, qui a été un énorme coup de cœur, qui est une dystopie en one shot que j'ai vraiment trop apprécié, qui parle de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Incroyable, vraiment c'est trop cool. Si vous n'avez pas découvert ce one shot, foncez les yeux fermés, c'est trop cool. Et donc évidemment que je vais suivre l'intégralité de ces nouvelles parutions parce que j'aime trop les univers qu'elle crée, la plume qu'elle a. Je trouve qu'en plus il est encore plus travaillé dans celui-ci. J'adore vraiment ce qu'elle propose, donc vraiment je vais suivre toutes ses sorties, sachant qu'elle a déjà annoncé un prochain titre qui sortira chez Gulfstream en 2026 et j'ai trop hâte de le lire. Et comme d'habitude, c'est beaucoup de femmes que je lis et que j'achète automatiquement. Et il y a également Emilia Hart avec tout d'abord La Maison Sortilège que j'ai découvert et que j'ai vraiment adoré, qui est passé pas loin du coup de cœur. Et celui qui finit de me définir, c'est donc Les Sirènes. Et franchement, il est absolument sensationnel celui-ci. J'ai vraiment adoré ces deux titres et donc j'attends la prochaine parution avec tellement d'impatience. Vraiment je les bouffe ces écrits, je les trouve tellement bons que je pense que je vais suivre absolument tout ce qu'elle fait. J'ai oublié de vous préciser, pour qu'un auteur puisse rentrer dans les nouveaux auteurs que j'achète automatiquement, il y a une condition à respecter, c'est celui que j'ai lu au moins 2 livres de 2 sagas différentes d'un même auteur. Imaginons si je lis le tome 1 et le tome 2 de la même saga, ça compte pas. Par contre, si je lis le tome 1 d'une saga et le tome 1 de l'autre saga, là ça peut compter puisque c'est 2 univers différents qui m'ont convaincu de la même manière. Et après il y a des petits bémols, mais j'en parlerai après sur certains où
je suis pas loin, j'ai lu plusieurs titres mais je sais pas. On arrive ensuite sur une auteure française dont j'arrête pas de vous rabâcher les oreilles et que je ne pouvais pas mettre l'année dernière puisque je n'avais lu à ce jour que un titre. Deux sont venus compléter cette collection et donc c'est Bleu Guillou que j'ai d'abord découvert à travers le tome 1 de Conjuration. Incroyable. Si vous n'avez pas encore vu passer ça, mon avis là-dessus, allez le découvrir. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Je l'ai ensuite découvert dans La Lignée des Maudits, qui est plus jeunesse, qui parle de fantômes. Et j'ai vraiment adoré, qui a été un coup de cœur également. Et je finis avec le tome 2 de Conjuration, qui a été un énorme coup de cœur aussi. Et dans sa bibliographie, il me manque la saga de Octavia, que je ne sais pas si je lirai parce que je l'ai eu très longtemps dans ma pile à lire numérique et je me suis jamais jetée dessus. Maintenant que je connais l'autrice, je me dis ce serait quand même cool que je lise les autres, mais je ne l'ai pas fait, donc à voir si je le fais plus tard. Et après elle a annoncé déjà plusieurs projets qui sont en cours d'écriture et croyez-moi que je vais me jeter dessus à leur sortie parce que je suis vraiment fan de ce qu'elle propose. Une autre autrice qui est étrangère cette fois, qui a rejoint ce fabuleux rang des auteurs dont j'achète tous les titres, c'est Sarah El Harifi que j'ai tout d'abord découvert dans la Fairy Loot il y a plus d'1 an maintenant à travers Firebound, que j'ai vraiment adoré, qui est une histoire assez classique, assez simple dans les faits, mais il y a des éléments vraiment intéressants, une relation de sœurs qui est extrêmement saine, et un système de magie un peu décalé. Je l'ai ensuite découvert à travers Le Dernier Combat chez De Sexus, qui est donc la première saga qu'elle a publiée. J'ai vraiment aimé, il y a les traitements des personnages, le système de société qui est à revoir. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on parle de choses un peu taboues dont on parle très peu. Et ici on parle de petites pilules blanches qui commencent par un D. Je peux pas le dire parce que sinon je me fais strike. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Et il y a une super bonne représentation de ça dedans. Je trouve qu'on en parle très peu, qu'on le voit très peu passer dans les livres de fantasy et que là c'est plutôt bien fait. Donc vraiment j'ai hâte de continuer. J'ai lu le premier tome parce que c'est quand même des grosses pavasses. Et je les cherche sur Vinted et pour l'instant je les trouve pas. Bref. C'est un autre sujet. Et j'ai enfin continué avec Cursebound, qui est le deuxième tome de Firebound et que j'ai un peu moins apprécié que le reste. Je l'ai trouvé un peu plus classique et un peu plus plat, mais il y avait des éléments super intéressants et l'intégration d'un nouveau point de vue qui change un petit peu la donne et franchement c'était hyper cool. J'ai hâte d'avoir le dernier tome dans les mains, même s'il n'est pas encore écrit. Une dont je vous avais rapidement parlé l'année dernière, mais que je ne pouvais pas encore mettre dans les auteurs que je vais acheter automatiquement. Elle a une spécificité, c'est que je vais l'acheter uniquement dans le côté romanticif fantasy, puisque les titres qu'elle sort de côté contemporain ou historique m'intéressent moins, donc elle, ça sera vraiment spécifique au genre qu'il sort. C'est donc l'autrice de Divine Rivalité, Rebecca Ross, que j'ai découvert d'abord avec le premier tome, puis que j'ai découvert avec le second tome. Celui-ci a été un giga coup de cœur. Celui-ci a été une petite déception quand même, dommage. Et j'ai découvert assez récemment A River Enchanted qui a été paru très récemment chez Sabran je crois, qui est un peu autour du folklore écossais et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, qui est beaucoup plus lent, qui n'a rien à voir avec Divine Réalité, mais franchement qui se lit tout seul, donc il faut juste que je lise le dernier tome et j'aurai fini cette saga aussi. Il me reste celui où je ne sais pas vraiment si je l'achète automatiquement, je vais plutôt l'acheter en fonction des projets qu'il sort, même si j'aime beaucoup les univers qu'il crée. C'est Victor Dixon que j'ai d'abord découvert à travers toute la saga de Vampiria, Vampiria America, et avant le dernier tome de Vampiria, j'ai découvert quand même Agence Perdido, qui est une histoire un peu plus jeunesse, et en tout ça fait quand même 6 livres que j'ai découvert de lui, et 7 bientôt avec le deuxième tome de Agence Perdido, que c'est sûr que je lirai parce que vraiment j'ai adoré le premier tome de celui-ci. J'ai vraiment aimé Vampiria et Agence Perdido, vraiment les deux ça a super bien matché, mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec Vampiria America, et il y a d'autres projets de lui que je n'ai pas voulu lire, notamment Phobos, que j'ai pas forcément envie de lire, Extanta, tout ça là, les one-shots et tout, c'est des titres qui m'intéressent pas forcément. À voir si dans l'avenir il y a des titres que j'ai vraiment envie de lire et que j'achèterai de manière automatique. Et peut-être qu'en fait il a changé un peu de façon de faire, des trucs peut-être qui me plaisent plus, qui me correspondent plus, puisque tous les livres récents qu'il a sortis, je les ai lus. Donc peut-être que si ça continue comme ça, donc là ça va un peu dépendre de l'auteur.
mais je le rajoute là parce que c'est vrai que j'ai quand même découvert beaucoup de titres de lui et ce serait dommage de pas pouvoir le placer là. On a fait le tour de tous les nouveaux entrants de cette catégorie, de cette édition 2025. On va donc parler de ceux qui restent et où j'ai même continué leur bibliographie. Et je continue avec Elisabeth Lim. Forcément Elisabeth Lim, j'adore ce qu'elle fait, je l'ai Twisted Lel tout, mais ces livres, il me manquait les tomes 2 de chacun l'année dernière. J'ai donc bien lu le deuxième tome de Spin the Dawn, à savoir Unravel the Dusk, que j'ai vraiment adoré, qui est une réécriture de Mulan, version couturière, où en gros l'empereur du roi va appeler le père de cette jeune fille pour devenir couturier royal, participer à une compétition afin de le devenir, et sauf que son père n'est plus en état, donc Maya va prendre sa place, va se faire passer pour son frère et participer à la compétition. J'ai vraiment adoré. Et forcément, je me suis lu le deuxième tome de 6 couronnes écarlates, donc La promesse du dragon. Il ne me mange que plus qu'une étrange malédiction dans ce même univers-là. Et j'aurai terminé tout l'univers des Spin the Dawn, des 6 couronnes écarlates et tout ça. Je serai à jour, c'est le dernier qui me manque, il faut encore que je l'achète, je l'ai pas encore à ma possession, mais ça ne saurait tarder. J'ai également continué dans la bibliographie de Les Bardugo avec Le Familier, qui est un one-shot qui se déroule en Espagne durant les années, je ne sais plus, mais il y a un petit moment quand même, où on va suivre une jeune fille qui cache ses pouvoirs, mais qui va finir par devenir l'attraction, si bien que le roi va la repérer, va la faire venir à la course et va devoir prendre des espèces de cours avec un autre grand mage, sauf que ça va être un peu plus compliqué que ça puisqu'il y a énormément d'intrigues politiques et d'intrigues de cours. Et j'ai vraiment adoré ce côté gothique, glauque, comme elle sait hyper bien faire, donc ça a continué de confirmer qu'elle avait bien sa place là. Et la dernière autrice dont j'ai continué de découvrir la bibliographie cette année, c'est Taylor Jenkins Reid. L'été dernier, j'ai lu Les Sirènes de Malibu, qui a été une très chouette lecture, pas mon préféré, mais qui reste une très bonne lecture. Et cet été, j'ai découvert Les Vrais Amours, qui n'a rien à voir avec les 3 autres que j'ai lus, mais qui était hyper intéressante et qui se lit hyper bien. Le point fort de toute façon chez Taylor Jenkins Reid, c'est la description des sentiments, ce qu'ils entendent, les relations aux personnages. Vraiment, elle est capable de nous mettre avec eux, de comprendre ce qu'ils ressentent, de nous rendre très empathique face à ce qui leur arrive, d'avoir l'impression d'y participer aussi d'une certaine manière, et je trouve vraiment incroyable. Donc c'est vrai que je vais continuer d'en découvrir un par an, c'est obligé. Dans les auteurs où j'ai continué leur petite bibliographie, il y a G. Christophe avec le deuxième tome de l'Empire de Vampire, à savoir l'Empire des damnés, cette énorme brique qui pourrait assommer quelqu'un. J'ai vraiment adoré ce deuxième tome, je l'ai trouvé d'ailleurs meilleur que le tome 1, j'étais vraiment très embarquée, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai très hâte que le dernier tome sorte. Vraiment, c'était une petite pépite. De toute façon, j'adore les écrits de G. Christophe. Je suis vraiment ultra fan et ça, c'est sûr, c'est automatique, peu importe ce qui sort. On en arrive à la catégorie des personnes qui quittent ce classement avec Marissa Meyer, qui va quitter malheureusement ce classement après plusieurs déceptions à la suite. Je vous en avais parlé l'année dernière, j'avais lu Gilded et du coup son deuxième tome qui m'avait vraiment pas trop plu, et cette année j'ai essayé Heartless qui faisait partie des 12 livres à lire pour 12 pour sa copine, que j'ai malheureusement DNF. Ouais, franchement, j'avais l'impression de lire quelque chose que j'avais déjà lu, j'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça trop classique, j'ai vraiment pas du tout, mais pas du tout accroché avec ce livre-là. Et malheureusement, je pense que c'était la goutte de trop pour moi auprès de cette autrice, parce que finalement, sur l'ensemble de sa bibliographie, sur le nombre de titres que j'ai lus d'elle, il n'y a finalement que les Chroniques lunaires que j'ai vraiment adoré, surkiffé, tout ce que vous voulez. C'est l'une de mes sagas préférées, même si je pense que si je le relisais à l'heure actuelle, j'aurais peut-être un œil davantage critique face à cette saga, mais bref, ça m'a marqué en tant que lectrice. Donc en fait, le seul qui m'a vraiment 100% convaincu, c'était celui-là, et tout le reste, donc toute sa saga sur les super-héros, il y a 3 tomes, plus Gilded ça fait 2, en tout j'ai 6 tomes qui m'ont moyennement convaincu, ou qui m'ont pas convaincu du tout, donc malheureusement, elle nous quitte là. Peut-être reviendra-t-elle dans cette liste un jour, mais je vais y aller beaucoup plus à tâtons que par rapport à ce que je faisais avant. On en arrive donc à la catégorie de ceux où elle ne s'est rien passé depuis l'été dernier, mais qui restent quand même dans cette liste, puisque je n'ai pas forcément eu le temps ou la motivation de découvrir d'autres titres d'eux, mais je les aime toujours d'amour. Je pense notamment à Chris Vuzivezik, alias Ada Vivalda. Ce sont les deux mêmes personnes. Il n'y a qu'un troisième titre qui est sorti d'elle. C'est son premier livre que je n'ai pas encore lu, mais celui-ci je pense que je le lirai puisque c'est de la dark fantasy, et rien n'est sorti depuis.
Donc j'attends juste le prochain projet qu'elle peut avoir. Samantha Shannon, je n'ai pas continué, mais il y a parmi les fleurs embrasées qui est un espèce de deuxième préquel du Prieuré de l'Oranger que je dirais normalement cette année. C'est quasiment certain, j'ai très envie de le découvrir. Et nous avons toujours Hélène Marie Wiseman. Je n'ai lu aucun titre d'elle cette année, mais j'ai vraiment tellement aimé ces 2 premiers titres que je suis sûre que j'en lirai d'autres à un moment opportun. J'aime vraiment ce qu'elle propose, donc je n'ai aucun doute là-dessus. Bref, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui, dans votre liste à vous, ont bougé ou sont sortis carrément de ce classement, s'il y a des petits nouveaux à l'intérieur. Puis ben moi, je vous retrouve l'année prochaine pour faire un petit point sur ces auteurs que je veux absolument lire. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner ou même à booster la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.